Cette grande édition d'information. Ce matin de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, une rentrée parlementaire sous le signe de la paix et de l'apaisement. Point de presse du ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, un point de presse relatif à l'attaque de la résidence du président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ouverture donc ce matin à Niamey de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, les membres du gouvernement, les vice-présidents des assemblées nationales du Togo, du Burkina Faso et du Mali. Une rentrée parlementaire sous le signe de paix et d'apaisement. Le compte rendu est signé la télévision Dunia. L'appel nominal des députés a marqué le début de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir salué la présence des vice-présidents des assemblées nationales de Togo, Burkina Faso et Mali et leurs délégations, est revenu sur l'expérimentation de la démocratie comme mode de gestion politique de l'État depuis 25 ans au Niger. Un quart de siècle me paraît suffisant pour apprécier en toute objectivité la qualité du chemin parcouru ainsi que les expériences accumulées dans ce domaine. En effet, après 25 ans de démocratie, il nous faut considérer les avancées réalisées, mais aussi les erreurs commises. Erreurs inhérentes à tout apprentissage qui se conjuguent avec la fougue, l'inexpérience et l'impatience à calquer sans discernement les règles, les comportements et attitudes en vigueur dans les vieilles démocraties, tout en refusant de s'affranchir de notre conception africaine du pouvoir. Ces erreurs étaient incontestablement inévitables, sans pour autant relever de la fatalité. Et du reste, seuls ceux qui n'agissent pas ne commettent pas d'erreur. Or, l'inaction elle-même est une source d'erreur. Mais si l'erreur n'est pas une fatalité, elle peut devenir une malédiction. S'il faut la répéter encore et encore, comme si l'on n'a rien appris ou rien compris. Hamamadou a poursuivi son allocution en demandant aux acteurs de la démocratie à tous les niveaux d'en tirer les leçons des erreurs afin de répondre à un devoir, celui de préserver la sérénité et un climat de paix permanent dans le pays. Car
Aujourd'hui au Niger, force nous est de reconnaître que nos compatriotes sont inquiets et se posent avec légitimité beaucoup de questions sur l'avenir immédiat qu'ils appréhendent avec pessimisme. Leurs inquiétudes, tout à fait justifiées au demeurant, nous interpellent, car assurément les Nigériens sont fatigués de l'instabilité de l'ambiance politique, toujours dominée par le conflit, comme ils sont actuellement préoccupés par les tournures nouvelles que prend la contradiction politique. En effet, de mémoire de Nigériens, en un quart de siècle de démocratie, jamais l'agression physique ou le crime contre un homme, de quelque bord qu'il soit, n'a eu lieu dans notre pays. Aussi prions-nous pour que les acteurs de la démocratie nigérienne n'en arrivent à cette triste extrémité, car ce serait pour notre système démocratique un recul dramatique. En évoquant l'attaque dont a été victime sa résidence dans la nuit du 16 au 17 février 2014, Hama Amadou a déploré l'acte et imploré Dieu le Tout-Puissant pour que justice soit faite dans toute sa rigueur divine. Le président de l'Assemblée nationale a fini son intervention en appelant majorité comme opposition, gouvernant comme gouverné, acteurs de la société civile comme leaders religieux et coutumiers de concourir à la sauvegarde de la sécurité ainsi que de la stabilité politique du Niger. À noter que les hôtes, à savoir Dr Klassou Komi Selom, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, Gilbert Noël Ouedraogo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, et Amadou Thiam, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur plaisir de participer à la présente rentrée parlementaire et transmettre le message de leurs présidents respectifs. La présente session, dite session des lois, ainsi ouverte, durera 3 mois. Lors justement de cette ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, est revenu sur l'attaque qui a eu lieu à son domicile dans la nuit du 16 au 17 février 2014. Selon le président de l'Assemblée nationale, il s'agissait d'une tentative d'assassinat. Ces propos ont suscité la réaction du ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, qui a tenu à apporter les résultats de l'enquête. Suivant un extrait avant de retrouver l'intégralité de son intervention en partie magazine de ce journal. Nous avons été surpris par les propos de M. Hama Amadou à l'occasion, je crois que vous l'avez suivi, à l'occasion de son discours solennel d'ouverture de la session de l'Assemblée nationale. M. Hama Amadou, dans un discours officiel ce matin, a insinué qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par ses adversaires politiques. Et il a dit que cela traduit les nouvelles mœurs politiques dans notre pays, c'est-à-dire une nouvelle tradition d'assassinat. C'est cela qu'il a insinué. Nous ne pouvons pas, face au caractère outrancier de ces propos, ne pas réagir immédiatement. Donc c'est ainsi que j'affirme qu'au stade actuel de l'enquête, les premières conclusions nous permettent d'affirmer ceci. Premièrement, qu'il n'y a pas eu d'attentat à la vie de la personne de M. Hama Amadou. Mais la raison est simple, c'est qu'il n'était même pas là. Je crois que tout le monde a vu. Il a voyagé. Il n'était pas sur le territoire nigérien. Deuxièmement, je peux aussi affirmer, au stade actuel de l'enquête, qu'il n'y a pas eu d'attaque sur son domicile.
Et je peux aussi affirmer que tout laisse croire qu'il s'agit d'un montage grossier et grotesque qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Mais l'enquête continue. Elle continue au Niger et elle continue à l'étranger. Nous allons envoyer certaines pièces à l'étranger pour l'évolution de l'enquête. Au moment opportun, quand tous les éléments seront rassemblés, les services compétents vont éclairer l'opinion sur ce qui s'est exactement passé et totalement. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà des premières conclusions de l'enquête à son état actuel. Un, il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ça c'est évident, alors qu'il parle d'assassinat et de nouvelles mœurs politiques. Deuxièmement, son domicile n'a pas fait l'objet d'une attaque. Ouverture ce matin au conseil de ville de Maradi d'une session extraordinaire à l'ordre du jour, le vote d'une motion de défiance déposée par les conseillers contre le président du conseil de ville. Motion qui a été d'ailleurs rejetée. Compte rendu Alzouma Seyni Soumela. Vente de réserves foncières et non-attribution de la dotation globale aux arrondissements communaux, ce sont là les deux motifs évoqués par 14 conseillers municipaux pour déposer une motion de défiance contre le président du conseil de ville de Maradi. À l'ouverture de la session extraordinaire, 7 des 14 conseillers ont désisté et seulement 8 conseillers sur les 19 qui contre la municipalité étaient présents. Ils ont tous rejeté la motion de défiance. Une victoire pour Kassoum et un fiasco pour ses adversaires. Et en tant que musulman, le pouvoir là, c'est Dieu qui le donne et c'est lui qui l'arrache. Et les manigances et toutes les combinaisons ne peuvent pas défaire quelqu'un de son poste à moins que Dieu le décide. Et vous avez constaté, ils ont déposé un faux document parce que la liste des présents, ils ont falsifié une liste de présence pour dire que c'est une liste de motion de défiance. Ils ont fait une copie du document, malgré les irrégularités de ce document, et pour que la sérénité revienne. Parce que moi, ce qu'il y a devant moi, c'est le travail. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un maire d'un parti politique. Je ne le serai jamais. Et je serai le maire de toute la population de la ville de Maradi. Ce n'est pas des raisons politiques, parce que, et ça je le dis, les plus hautes autorités de ces pays, au premier rang desquels le président de la République, c'est-à-dire c'est qu'ils cherchent ceux qui vont travailler pour la population à la base. Les gens ne sont pas dupes. C'est des raisons purement égoïstes, d'intérêts égoïstes, mercantilistes. Et c'est pourquoi j'ai dit, je ne céderai pas à ces chantages-là. Parce que on doit au moins, si Dieu le permet, c'est-à-dire si Dieu le veut, les 2 ans qui restent, donner toute notre énergie pour continuer à servir notre population. Mais pas dans le chantage. 70% de ton énergie, tu déploies ça, c'est-à-dire tu l'utilises pour contenir les conseils qui sont à la solde de certains lobbies, de certains groupes, de certains politiciens souvent insensés. Et je suis convaincu que la sérénité va revenir. Il y a ceux qui ont fait ça par erreur. Donc nous allons continuer, nous allons échanger avec eux pour qu'ils comprennent. Le plus important, c'est que nous continuons à clôturer nos écoles, à construire les centres de santé, à recruter nos enfants et à investir notre ville comme le Nigeria en chantier. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Maintenant, ceux qui pensent que ceux qui ont choisi la voie qu'on nous débarque et qu'ils nous remplacent, dans tous les cas, c'est un combat politique. Et la population est là et nous-mêmes nous sommes là. Nous n'allons pas nous laisser faire, Inch'Allah. Une victoire fièrement acclamée par les partisans de Kassoum Mokhtar qui se sont mobilisés au conseil municipal de Maradi pour soutenir dans l'émotion leur président.
Voilà, donc nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Souley Saminou, secrétaire général de la FENI Hand. Monsieur Souleymane, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amateur. Monsieur Souleymane, c'est la première fois qu'une équipe de handball nigérienne participe à une Coupe d'Afrique des Nations. Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe, ou bien dans quel état d'esprit l'équipe aborde cette compétition? Okay, merci monsieur Anokta de l'occasion que vous nous donnez pour annoncer cet événement. Donc, mais avant, permettez-moi de vous dire que la Fédération nigérienne de handball a été mise en place le 20 octobre 2012. Elle est dirigée par une dame, à la personne de Madame Traoré Oumou. Et le bureau est composé de 8 membres. N'est-ce pas? Donc, depuis l'installation de ce bureau, nous avons essayé de mettre en place un plan d'action. N'est-ce pas? Donc, et après ça, nous avons reçu la visite du président de la Confédération africaine de handball. N'est-ce pas? Donc, avec lui, on a convenu de l'organisation ici même au Niger de la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas, décadée, donc en 2015, donc avant la fin de notre mandat. Donc ceci étant, donc on s'est dit que voilà une occasion qu'il faut, n'est-ce pas, saisir. Lorsque vous décidez d'organiser une compétition ici même chez vous, et c'est la première fois dans l'histoire, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, de l'histoire de handball, que d'abord nous participons, n'est-ce pas, à une compétition et que nous organisons ici même au Niger, n'est-ce pas, une compétition de cette catégorie, n'est-ce pas? Donc, par rapport à l'état d'esprit de la sélection, je peux dire que les jeunes sont bien internés depuis une dizaine de jours. Ils sont en train de suivre un entraînement intensif, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est suite à leur prestation au tournoi de la zone 2 ou 3 à Ouaga que nous nous sommes dit que les jeunes sont aptes, n'est-ce pas, à aller, n'est-ce pas, à une compétition de ce genre. Est-ce que la Fédération nigérienne de handball est arrivée à boucler le budget? Bon, pour l'instant, nous avons reçu, n'est-ce pas, l'accord de principe du ministère, donc à travers une lettre de préfinancement. Et Inch'Allah, on va s'y mettre, n'est-ce pas, avant le départ, parce que la compétition va commencer du 14 au 22. Et je pense que d'ici là, avant le départ, nous allons essayer, mais nous lançons quand même un appel aux sponsors, n'est-ce pas, de nous appuyer, n'est-ce pas? Donc on peut, je vous donne le numéro du trésorier général, n'est-ce pas? Donc on peut nous toucher au 96 2 fois 18 36. Voilà, merci donc monsieur le secrétaire général. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Merci. Cela dit, le Conseil des ministres s'est réuni hier dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris certaines décisions. La teneur avec Rachida Altini. Le Conseil des ministres a examiné et adopté de nombreux projets de texte. Projet de loi portant création de l'OADA. Ce projet ratifie l'ordonnance du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de mise à disposition d'une ligne de crédit de plus de 16 milliards et demi de francs CFA. L'accord a été signé le 12 septembre 2013 à New Delhi, en Inde, entre la République du Niger et la banque Export-Import Exim Bank de l'Inde. Ce projet concerne le financement du projet d'électrification de 30 villages nigériens par énergie solaire et d'installation d'une station solaire photovoltaïque de 50 MW au Niger. Il a aussi été question de la convention de prêt d'un montant de 50 milliards de francs CFA signée le 17 septembre 2013 à Brazzaville au Congo entre la République du Niger et la République du Congo, ainsi que l'accord de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA signé le 18 décembre 2013 à Bamako au Mali entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 110 km de voirie urbaine à Niamey.
Le Conseil des ministres a également examiné le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 3 831 885 400 francs CFA, signé le 13 novembre 2013 à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement, relatif au financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger, ainsi que l'examen des projets de loi relatifs au projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Autre point inscrit à l'ordre du jour, le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 février 2014 autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie, signé le 9 février 2010 à Niamey, et la ratification du contrat de prêt concessionnel gouvernemental GCL, signé le 13 novembre 2013 à Niamey, entre la République du Niger et l'Export-Import Bank Exim Bank de Chine d'un montant maximum de près de 36 280 millions de francs CFA. Et magazine de cette édition, vous suivrez l'intégralité du point de presse animé cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. La directrice commerciale de la SONIDEP a animé ce matin au siège de la dite institution un point de presse relatif à ce différend qui l'oppose à la SORAS. Voici un extrait de ce point de presse avec Mme Mohamed Hajara Dodo, directrice commerciale trading de la SONIDEP. Il vous souviendra qu'en 2013, on était déjà intervenu sur l'invité du journal Télé Sahel pour répondre à une attaque qui accusait la SONIDEP de cumuler 70 milliards d'arriérés. On avait donné notre réponse en ce temps. Et aujourd'hui, ce qui en est vraiment ou réellement, c'est qu'en avril 2013, vers la fin avril 2013, il y avait eu un protocole d'accord sur les délais de règlement de factures au niveau de toutes les parties, donc de l'amont à la SONIDEP. Je rappelle d'abord que dans la convention, les premiers délais étaient d'un mois pour toutes les parties, sans distinction du rang qu'occupe la partie dans la chaîne de distribution. Ce qui, dans la logique, n'a aucun sens, parce que la SORAS ne pourra payer la CNPC que si elle recouvre auprès de la SONIDEP. La SONIDEP ne pourra payer à son tour que si elle recouvre auprès de ses clients. Donc c'était cette logique qui était biaisée et c'était ce qui avait été corrigé en avril 2013 et qui avait pris effet le 1er mai 2013. Donc nos amis partenaires SORAS avaient signé ce protocole. Mais dans le fond, c'était quelque chose auquel ils n'ont jamais cru. Ils l'ont signé, c'est vrai, on est passé de 30 jours de délai fournisseur à 60 jours, ce qui nous donnait, nous, à notre niveau, la latitude d'accorder des délais plus souples à nos clients et d'avoir un temps pour recouvrer et effectuer les virements à temps. Donc, il se trouvait que, je le disais tantôt, qu'ils avaient signé le protocole d'accord sans réellement y croire, car ce que nous vivons, c'est quoi? C'est que le produit qui a levé la veille, par la SONIDEP par exemple, est comptabilisé comme arriéré le lendemain. Alors que normalement, il y a un délai crédit fournisseur de 60 jours. Donc, il ne pourrait être comptabilisé en arriéré qu'à partir du premier jour après les 60 jours. Je crois que c'est l'explication que nous donne en tout cas le français du terme arriéré. Un arriéré, normalement, est un retard. Et on constate un retard, normalement, après un délai qui a été fixé et qui est échu. Donc, malheureusement, ce n'est pas la conception de SORAS. Pour eux, ceux qu'on enlève la veille, le lendemain, maintenant, ils ont un tableau qu'ils affichent, sur lequel ils affichent le cumul des sorties de la SONIDEP. Et ce cumul, si vous prenez, il comptabilise même ceux qui avaient été sortis la veille.
auprès de la SONIDEP. Et c'est à ce jeu qu'ils se sont prêtés pratiquement tout le temps. Cela ne nous étonne pas, en réalité. Il y a un fait qu'il faut souligner ici et qui est très important, c'est que la SORAS n'a jamais supporté et accepté le fait que la SONIDEP ait été désignée pour assurer l'export des produits pétroliers. Parce que dans la convention, il faut le rappeler quand même, que la convention qui était pratiquement taillée sur mesure prévoyait que c'est SORAS qui devrait faire l'export. Nous saluons au passage la vigilance de nos autorités qui n'ont pas laissé, en tout cas, passer ce point. Et c'est ainsi que la SONIDEP a fini par être désignée pour assurer l'exportation. Et ça, c'est le point de blocage de toute la situation. Mais qu'il soit bien clair, la SONIDEP n'est pas ici pour défendre les intérêts d'autrui. La SONIDEP est là pour défendre les intérêts de ses employés d'abord et les intérêts de ce pays qui est un et indivisible, le Niger. Et c'est le pays qui nous appartient. Il est hors de question aujourd'hui qu'on se plie en quatre pour assurer les intérêts de quelque partie que ce soit, qui ne soit pas en tout cas du Niger. On est bien d'accord de se conformer, oui, au contrat, aux dispositions contractuelles. On est un partenaire et en société qui se respecte, on ne peut que faire cela, mais pas au point de satisfaire les moindres désirs de l'autre partie, parce que l'autre partie ne perd pas du temps à nous peindre en noir. Restons toujours à la SONIDEP pour signaler cette remise de témoignages de satisfaction ce matin au directeur général de la SONIDEP par le club des étudiants de la science de la santé de la région de Tawa. Pour disponibilité de ce club, la cérémonie s'est déroulée au siège de la SONIDEP. Compte rendu, Murtala Zouberou, Jamilou Oumarou. La présente cérémonie initiée par le club des étudiants en sciences de la santé de la région d'Ottawa a pour objectif de décerner un témoignage officiel de satisfaction au directeur général de la SONIDEP en la personne de Idi Ango Ousmane pour son soutien et sa disponibilité à cette association qui a pour entre autres objectif d'améliorer les conditions sanitaires des populations nigériennes en général et celles de la région d'Ottawa en particulier par la participation active des membres, de promouvoir le développement socio-économique et culturel des populations. Le président du club, prenant la parole, a retracé l'historique de leur club. Permettez-moi tout d'abord de vous faire un bref rappel historique de ce dernier. En effet, le club des étudiants en sciences de la santé de la région d'Ottawa, dénommé CESS-RT, est une jeune association qui a vu le jour en 2008 sur propre initiative des étudiants de la dite région. C'est ainsi, ce club est apolitique, non confessionnel, non ethnique et à but non lucratif, regroupant tous les universitaires, élèves en sciences de la santé de la région et ceux désirant passer leurs vacances dans la région d'Ottawa. Il est aussi revenu sur l'objectif de la cérémonie. La cérémonie qui nous réunit ici dans les locaux de la SONIDEP est d'une importance capitale. Il s'agit pour moi, monsieur le directeur général, de vous exprimer au nom de tous les membres du club des étudiants en sciences de la santé de la région d'Ottawa nos remerciements et notre profond sentiment de satisfaction pour vos efforts multiples et constants, votre bon sens et votre détermination à accompagner notre association dans la concrétisation de ses activités si haut citées. Ces témoignages de satisfaction officielle décernés au directeur général de la SONIDEP montrent le bravoure et la détermination de cet homme pour qui la jeunesse a une grande importance. La première édition de la Foire des entreprises et industries culturelles du Niger bat son plein au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. La foire se déroule dans de bonnes conditions à la satisfaction du public et des organisateurs. Seyni Mekido Jibril et Issa Hassan. Initié par l'Association de promotion des entreprises et industries culturelles du Niger, APEC,
Dans l'optique d'informer et de sensibiliser les créateurs culturels, les investisseurs privés, les autorités et la population sur les défis et enjeux économiques du secteur de la culture. La première édition de la foire des entreprises et industries culturelles du Niger se poursuit sur des notes de bonne facture à la satisfaction des organisateurs. Nous sommes au 3e jour de l'ouverture de la foire des entreprises et industries culturelles du Niger. Et je pense que vous avez fait le tour des stands, vous avez vu en tout cas tout l'engouement que les exposants et le public a par rapport à cet événement. Nous essayons de tirer les enseignements pour que la prochaine édition soit encore mieux élaborée. Et malgré tout, nous dirons que nous sommes entièrement satisfaits, en tout cas du niveau d'organisation et également de l'implication de la jeunesse, de tous ceux qui aiment la culture nigérienne, qui passent, qui demandent des informations, en tout cas, et qui donnent toujours des avis positifs. Même son de cloche du côté des bénéficiaires qui trouvent en cette tribune un canal d'expression de leur génie créateur. La foire, ça se passe très bien, tout se déroule normalement. C'est une foire des entrepreneurs culturels, une première édition. J'ai un appel aussi à lancer au niveau des autorités de vraiment encourager les acteurs culturels nigériens, de promouvoir leurs œuvres et leur savoir-faire. Parce que nous, acteurs culturels, il y a les idées, donc vraiment on a besoin des cadres comme celle-ci, vraiment pour montrer nos savoir-faire, développer nos idées et puis pour encourager les jeunes à aimer beaucoup la culture. Parce qu'aujourd'hui, la culture est un facteur vraiment porteur d'emploi et ça lutte aussi contre la pauvreté, le chômage. La foire, là on est à la 3e journée, on peut dire, Dieu merci. C'est une première, mais c'est déjà très intéressant. Ça a permis, surtout au public cible, la jeunesse, de faire le déplacement. Et quand la jeunesse est là, on peut espérer que l'avenir peut être promoteur. On espère que chaque 2 ans, si on a un cadre d'expression comme celui-ci, on peut faire des choses et le public peut trouver un cadre où il peut venir découvrir l'ensemble des entreprises et industries culturelles nigériennes. Émerveillés par le talent des artistes nigériens, les visiteurs de la foire nous livrent leurs impressions. Je trouve que c'est une bonne chose, comme c'est une première, c'est la première édition, je trouve que c'est une bonne chose au Niger surtout. J'ai visité le palais de congrès, CCOG, CCFN, le musée national et aussi CCOG sur la bibliothèque. C'est surtout au niveau des cinéastes. Bon, au Niger, le cinéma n'est pas encore développé, c'est en cours. Ils nous ont expliqué comment ça se passe, mais ça va. Ils sont très généreux, ils nous expliquent comment ça se passe. Moi, je trouve ce foire très important et puis c'est tout très nécessaire pour la culture nigérienne. Pour les artistes nigériens, les cinéastes nigériens, une façon de faire pousser, de faire progresser la culture et le cinéma nigérien. Par exemple, vous voyez là, j'ai un film nigérien qui a été présenté ici à la foire, inconnu du public. Parce que je ne sais même pas si les chaînes de télévision y a présenté ce film-là. L'initiative de cette foire doit être vulgarisée afin d'établir un état des lieux de la production artistique et culturelle du Niger et susciter l'intérêt du secteur informel en vue de la professionnalisation des opérateurs culturels. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au point de presse du ministre de l'Intérieur. À travers cette sortie, Hassoumi Massaoudou apporte des précisions sur l'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale, mais aussi sur les mesures sécuritaires prises par le gouvernement. Très bonne réception et au revoir. Nous avons été surpris par les propos de M. Hama Amadou à l'occasion, je crois que vous l'avez suivi, à l'occasion de son discours solennel d'ouverture de la session de l'Assemblée nationale. M. Hama Amadou, dans un discours officiel ce matin, a insinué qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par ses adversaires politiques. Et il a dit que cela traduit
les nouvelles mœurs politiques dans notre pays, c'est-à-dire une nouvelle tradition d'assassinat. C'est cela qu'il a insinué. Nous ne pouvons pas, face au caractère outrancier de ces propos, ne pas réagir immédiatement. Donc c'est ainsi que j'affirme qu'au stade actuel de l'enquête, les premières conclusions nous permettent d'affirmer ceci. Premièrement, qu'il n'y a pas eu d'attentat à la vie de la personne de M. Hama Amadou. Mais la raison est simple, c'est qu'il n'était même pas là. Je crois que tout le monde a vu. Il a voyagé. Il n'était pas sur le territoire nigérien. Deuxièmement, je peux aussi affirmer, au stade actuel de l'enquête, qu'il n'y a pas eu d'attaque sur son domicile. Et je peux aussi affirmer que tout laisse croire qu'il s'agit d'un montage grossier et grotesque qu'il avait par ailleurs lui-même annoncé lors d'un meeting avant son départ la veille. Mais l'enquête continue. Elle continue au Niger et elle continue à l'étranger. Nous allons envoyer certaines pièces à l'étranger pour l'évolution de l'enquête. Au moment opportun, quand tous les éléments seront rassemblés, les services compétents vont éclairer l'opinion sur ce qui s'est exactement passé et totalement. Mais ce que je viens de dire, c'est déjà des premières conclusions de l'enquête à son état actuel. Un, il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ça c'est évident, alors qu'il parle d'assassinat et de nouvelles mœurs politiques. Deuxièmement, son domicile n'a pas fait l'objet d'une attaque. Voilà un pays qui vit en paix, dont les institutions démocratiques fonctionnent normalement, avec un certain nombre de menaces auxquelles fait face le gouvernement. Les menaces, les vraies menaces sur lesquelles travaille le gouvernement et avec lesquelles il le travaille avec succès, ce sont les menaces sécuritaires, les menaces du terrorisme. Nous faisons face avec abnégation, courage et succès. Le président de la République a eu la clairvoyance d'anticiper des événements. Et je crois que le monde entier et le peuple nigérien nous le reconnaissent. Les menaces d'insécurité quotidiennes, et vous savez très bien ce que fait le gouvernement, les moyens accrus qu'on a donnés aux forces de défense et de sécurité, à l'armée, à la gendarmerie, à la garde nationale, à la police nationale, pour qu'aujourd'hui les Nigériens vivent en paix, partout dans le pays. Les patrouilles qu'il y a, nous avons 400 véhicules qui tournent en dehors de l'armée, en dehors des forces statiques, en dehors de l'armée qui patrouille. Nous avons 400 véhicules qui tournent jour et nuit pour faire face aux préoccupations de sécurité quotidiennes des Nigériens, dans un environnement fortement troublé. Et nous apparaissons comme par miracle, comme un pays singulier. Première menace auquel nous faisons face avec succès. Deuxième préoccupation du gouvernement, c'est la préoccupation par rapport, si on peut l'appeler ainsi, aux problèmes climatiques. La nourriture. Faire en sorte que les Nigériens ne meurent pas de faim. Tous les jours. Nous faisons face à cela à chaque fois qu'il y a une mauvaise saison, et même quand il y a une bonne saison, à ces questions-là. Et le gouvernement y fait face avec succès. Tournez dans le pays et vous allez vous en rendre compte. Et nous en sommes fiers. Troisième chose, c'est que nous essayons aussi, le gouvernement se bat pour mobiliser les ressources. Les ressources sont aujourd'hui mobilisées pour mettre en place les infrastructures de base qui permettent le développement. Il s'agit des routes, il s'agit du chemin de fer, il s'agit de faire face aux problèmes de l'énergie de demain. Voilà les grandes infrastructures, les facteurs, faire en sorte que les facteurs de production, les coûts des facteurs de production baissent, c'est ça les leviers du développement. Donc voilà les trois axes sur lesquels travaille le gouvernement avec succès. Et M. Mamadou veut divertir les gens. Il veut nous divertir, il veut divertir la communauté internationale, distraire la communauté internationale et divertir les Nigériens. Et amener le gouvernement à se préoccuper de ce genre de questions, de fausses questions. Il ne nous divertira pas. Vous savez, il y a un adage qui dit que tout ce qui est excessif est insignifiant. Heureusement que cela a été accueilli ainsi. Quand il y a eu l'événement, ils ont fait beaucoup de bruit, les Nigériens ont souri. C'est pour ça qu'ils relancent ça aujourd'hui.
je suis convaincu que les Nigériens vont encore sourire. Parce que c'est de la diversion grotesque. Tout ce qui est excessif est effectivement insignifiant. Et je veux finir par dire, nous ne nous laisserons pas divertir, nous n'allons même pas le suivre dans ce débat. Nous attendons les conclusions définitives de l'enquête, puisqu'il faut le faire aussi à l'étranger. Et les services compétents donneront les conclusions définitives. Mais ce que j'ai affirmé, on peut déjà l'affirmer maintenant. 1, pas de tentative d'assassinat. 2, pas d'attaque de chez lui. 3, montage grossier. Déjà, les premiers éléments de l'enquête permettent de conclure. Mais on veut être totalement sûr de conclure à ce que j'ai dit.